Sud Radio, l'œil de l'expert. Alors on dit souvent que le mal de dos est le mal du siècle. Qui parmi vous n'a jamais eu mal au dos ? Et comme la nouvelle année approche, on va essayer de partir sur des bonnes bases pour prévenir le mal de dos et avoir les bons gestes, surtout qu'on va tous décider à partir du 1er janvier prochain de se mettre au sport, d'aller s'inscrire dans une salle de sport et de passer de 0 à 100, puissance 100 en matière de sport. On va parler de tout cela avec vous, Jean-Christophe Berlin. Bonjour, vous êtes kinésithérapeute, vous êtes spécialisé en médecine du sport et vous avez publié ce livre, 60 exercices pour prévenir et soulager le mal de dos, les bonnes postures à adopter au quotidien. Bonjour Jean-Christophe Berlin. Et puis comme Sud Radio est la radio du rugby, on va parler rugby avec vous également, puisque vous vous battez pour un rugby moins violent. Mais déjà, effectivement, peut-être, est-ce que c'est une bonne idée de se mettre au sport le 1er janvier ou le 2 janvier ? Oui, c'est fréquent qu'après les fêtes, on ait envie de bouger. Moi, mon sujet, c'est plus la régularité, en vérité. Mais c'est très bien de commencer à un moment donné. Alors, pourquoi pas le 2 janvier, puisque c'est le lendemain des fêtes. Effectivement, c'est là qu'on a envie de bouger, parce qu'on a trop mangé. Donc, bouger, oui, mais pas n'importe comment. Oui, alors il y a des campagnes gouvernementales pour bien bouger, bien manger, c'est très bien. Il y a aussi une campagne pour le mal de dos, parce qu'on sait aujourd'hui que le mal de dos, autrefois on le traitait par le repos et il y avait beaucoup de jours d'arrêt de travail. Aujourd'hui, on sait que c'est plus utile de bouger, de bien bouger. Donc effectivement, c'est pour ça que j'ai fait ce recueil d'exercices, puisqu'en fait, il y a des exercices particuliers pour le dos. Il ne s'agit pas d'aller dans une salle de gym pour vouloir soulever de la fonte, c'est pas le sujet. En fait, ce sont des exercices assez simples à faire plutôt chez soi et plutôt régulièrement. Donc si vous commencez le 2, faut continuer un peu le 3 et le 4. Voilà. Pourquoi on a mal au dos ? On n'a pas assez de l'heure. C'est un sujet assez large et on peut en parler assez longtemps, mais en général, c'est plus la raison principale pour nous, en tout cas en Occident, c'est le mode de vie. C'est-à-dire on passe beaucoup trop de temps assis. On a moins mal au dos à repiquer du riz dans une rizière, c'est un peu paradoxal, ou à monter sur un cocotier. Hein. On a moins mal au dos lorsqu'on bouge que lorsqu'on reste assis sur une chaise toute une journée. Parce qu'en fait, les zones d'appui sont toujours les mêmes. Et finalement, en fin de journée, ces zones d'appui s'usent. Et on a de l'arthrose et des douleurs et des contractures musculaires. Et le mal de dos, c'est ça. On dit le mal du siècle. Donc, on a changé de siècle depuis le temps qu'on le dit. Mais c'est un nouveau mal, justement. C'était moins diagnostiqué ou on s'en préoccupait moins ? Non, c'est lié au confort. Plus on a une vie confortable, en fait, plus on travaille assis, en vérité, plus on est dans le système tertiaire. Autrefois, quand on allait couper du bois ou qu'on travaillait dans les champs, c'était paradoxal, mais en fait, on avait moins mal au dos, parce qu'en fait, on avait un dos plus musclé, plus mobile. Il faut pas oublier que le dos, c'est un mobile, c'est-à-dire ça bouge dans tous les sens, dans tous les plans. Or, en fait, quand on est assis, on bouge pas du tout. Et c'est pour ça qu'on a mal au dos. Donc, c'est bien un problème de confort et de mode de vie. Pourtant, on pourrait penser l'inverse. Quand on est allongé, on ne fait pas souffrir le dos. Absolument. Ou quand on est assis, on est calé. Donc, c'est pas vrai. Idée reçue. Non, vous avez raison. Allongé, c'est bien, mais enfin, on n'est pas tout le temps allongé. On est plutôt assis. Qu'est-ce qu'on fait quand on a mal au dos ? Qui on va voir ? Parce que là aussi, aujourd'hui, il y a plein de possibilités. On va chez le kiné directement. On va chez le médecin. C'est quoi le parcours de soins ? Les recommandations de la faculté, c'est de voir d'abord un médecin. Mais aujourd'hui, c'est compliqué de voir des médecins. Donc, et puis, les médecins généralistes ne sont pas toujours très formés sur le mal de dos, c'est pas ce qui les intéresse le plus en vérité. Mais autrefois, ils servaient de plaque tournante, c'est-à-dire qu'en fait, ils devaient, quand c'était grave, en tout cas faire des radios ou envoyer chez un rhumatologue ou chez un kiné, effectivement. Je note au passage qu'il n'y a aucune recommandation pour l'ostéopathie. Il n'y a aucun médecin et aucune faculté de médecine en France qui recommande l'ostéopathie. Je le dis au passage. Mais actuellement, beaucoup de gens vont directement chez l'ostéopathe et c'est un petit peu dangereux parce qu'en fait, il y a des manœuvres chez les ostéopathes qui peuvent être dangereuses, il faut pas l'oublier. Alors que le traitement, c'est pas ça, c'est plus un traitement de fond. Hein. Donc on voit un médecin si on a vraiment mal au dos, on a un arrêt de travail si on a vraiment mal au dos, mais si c'est pas le cas, on peut voir un kinésithérapeute, ce qui est la bonne démarche. Ce qui est la bonne démarche, mais ostéopathe, kiné, il y a une guerre entre vous, c'est une guerre de corporatisme où vraiment vous estimez, vous avez eu des exemples dans votre patientèle de gens qui ont été manipulés, alors ça arrive pas tous les jours, mais qui ont eu des accidents très graves. Alors, ça arrive tous les jours, il suffit de regarder les résultats des assurances, des ostéopathes pour se rendre compte qu'il y a des accidents graves chez les ostéopathes. Il n'y en a pas chez les kinésithérapeutes. C'est pas un combat que je mène, je dis simplement qu'il faut faire attention et que l'ostéopathie, c'est pas anodin, en particulier quand ça concerne les vertèbres cervicales et qu'il y a des accidents très graves, y compris mortels, et qu'il faut quand même y penser quand on va chez un ostéopathe. Et aller de première intention chez un ostéopathe, c'est pas la bonne démarche. Il faut, je crois, suivre un parcours médical classique et pourquoi pas de l'ostéopathie, mais finalement les recommandations sont très peu importantes. Très peu importante. On
on dit que peu de patients, c'est ce que j'ai lu dans votre livre, dans l'introduction, peu de patients relèvent d'un traitement médical ou chirurgical. Oui. On a l'impression qu'on va tout de suite se retrouver à se faire opérer du dos. En fait, très peu. Non, en fait, la chirurgie du dos, moi j'ai travaillé pendant 20 ans dans un service de chirurgie du dos, donc je connais bien le sujet, et c'est 10%, c'est-à-dire en fait très peu. Mais par contre, vous avez beaucoup de patients qui se plaignent de mal de dos jusqu'à être invalidés par ce mal de dos, c'est-à-dire qu'ils peuvent plus travailler, et ça, c'est à peu près la 3e cause d'arrêt de travail en France, donc il y a beaucoup de gens qui ont mal au dos. Mais la chirurgie, non, ça reste vraiment marginal, c'est 10%. Par contre, quand on doit aller à la chirurgie, il faut y aller parce que ça peut être urgent. Et ça, les gens ne le savent pas forcément, mais quand vous avez une sciatique paralysante, il ne faut pas attendre trop longtemps parce que le nerf, c'est quelque chose de fragile, et il faut le libérer le plus rapidement possible pour éviter qu'il s'altère définitivement. C'est quoi une sciatique paralysante ? Une sciatique paralysante, c'est lorsque le nerf sciatique est comprimé et qui risque même d'être coupé par une hernie discale, par exemple. Et donc c'est-à-dire que la hernie, elle peut couper ça peut arriver sur un mouvement violent. Ouais. La hernie peut venir comprimer très fortement le nerf sciatique et l'abîmer très fortement. À ce moment-là, ça provoque une paralysie de la jambe puisqu'en fait le nerf ne fonctionne plus. Et il faut pas que ça dure parce que si ça dure, le nerf va finir par se détruire. Et donc il faut libérer. Alors c'est assez rare, mais ça se voit quand même. Et il faut libérer assez rapidement le nerf sciatique qui est comprimé. Alors je reviens quand même sur l'exercice, sur la mobilité. On voit, moi j'ai une amie qui court énormément. Elle a des douleurs épouvantables. Vous avez des clients, vous avez des patients, vous le racontez dans le livre, qui sont des danseurs. Donc ça veut dire que le sport n'est pas forcément non plus une garantie de ne pas avoir mal au dos. Absolument. Les sportifs sont comme les autres, et j'allais dire parfois un peu pire, parce qu'en fait ils ont souvent mal au dos. Effectivement, tout excès. C'est ça, c'est l'excès qui fait. Il faut du mouvement, mais l'excès de mouvement, le sport et en particulier la course à pied, parce que la course à pied, ça, à chaque foulée, vous faites des ondes de choc qui atteignent le dos. En fait, donc le courir, c'est pas bon pour le dos. Faut dire les choses clairement. Il vaut mieux être dans l'eau, par exemple, parce qu'on pèse 6 fois moins. Les mouvements dans l'eau sont pas dangereux, ou le vélo qui sont moins dangereux. Mais la course à pied en particulier, et puis tous les sportifs, les footballeurs, les rugbymen, le volleyball où ils sautent, tous ces sports sont susceptibles de donner mal au dos. Alors, il y a un facteur héréditaire. J'ai découvert ça également dans le mal de dos. Il y a beaucoup de facteurs, ça qui est intéressant. Il y a l'aspect, moi j'ai découvert psychologique. Alors on parle de, quand on dit on en a plein le dos, ça peut avoir un lien, mais le facteur héréditaire, ça veut dire quoi ? Oui, ça veut dire qu'il y a des familles. Alors c'est plus dans les maladies rhumatismales, mais en fait il y a des facteurs en fait qu'on retrouve dans les familles. Il y a des gens qui ont mal au dos de génération en génération, sans qu'on l'explique vraiment, mais c'est vrai. On constate. Alors les principales pathologies du dos, c'est quoi ? Il y en a beaucoup, on ne va pas faire une encyclopédie médicale, mais la différence entre la lombalgie, la sciatique, il y a quoi comme... Ce qu'il faut comprendre de manière générale, ce qui est douloureux dans le dos, c'est l'arthrose. C'est-à-dire en fait la dégénérescence des vertèbres, et en particulier des surfaces articulaires des vertèbres. Et aussi du disque intervertébral, c'est-à-dire l'amortisseur qui est entre chaque vertèbre. Alors qu'est-ce qui provoque ça ? C'est donc ce qu'on a dit, c'est le mode de vie, c'est le surpoids, le mode de vie, l'inactivité. C'est ça qui provoque cette dégénérescence. Je veux dire, trop jeune, c'est-à-dire cette dégénérescence, elle vient avec l'âge normalement. Mais en fait, là, on voit des gens qui ont 20, 30 ans et qui ont déjà de l'arthrose du dos. Et c'est cette arthrose qui provoque les douleurs et le mal de dos, et ce manque de mobilité qui fait que on peut se bloquer, faire ce qu'on appelle un lumbago aigu, c'est-à-dire comme il y a peu de mobilité, lorsqu'on va faire un mouvement un peu rapide, le dos va pas bien répondre et il va se bloquer. Donc c'est bien lié au mode de vie, et c'est essentiellement l'arthrose qui provoque les douleurs. Après, vous avez des maladies rhumatismales, mais ça on va pas rentrer dedans. Vous avez aussi des déformations de type scoliose qui peuvent être douloureuses. Mais la vraie cause, c'est l'immobilité et l'arthrose. Et sur les lombalgies, alors qu'est-ce qui provoque une lombalgie ou ce qu'on appelle classiquement le mal de dos qui se situe dans le bas du dos? La lombalgie, c'est ce qui est le plus fréquent parce que c'est situé en bas du dos. En fait, le socle du dos, c'est le bassin, et ensuite, au-dessus du bassin, vous avez les premières vertèbres qui sont les vertèbres lombaires. Et là, vous avez effectivement, tout passe par là. C'est-à-dire, le poids est transmis à cet endroit-là. Et donc, si vous êtes en surpoids et si vous êtes assis toute la journée, c'est à cet endroit-là que vous avez mal, puisqu'en fait, tout se tasse, oui, ça se cristallise à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'endroit où il y a le plus de charge, en fait, au niveau du bas du dos. Et donc, cette charge à longueur de journée finit par être douloureuse, comme on l'a vu. Et ensuite, quand vous changez de position, vous allez bouger, puis vous penchez en avant un peu vite, le dos répond pas bien, parce qu'en fait, il n'a pas l'habitude d'être en mouvement. Il peut se bloquer. Voilà. Et il peut se bloquer. Vous racontez dans votre livre cette anecdote à propos de Napoléon, qui a mal au dos. Je vous laisse la raconter. Racontez-la. Si ça m'a fait sourire. C'est plutôt drôle. Oui, Napoléon, il montait à cheval. Donc lui, il était plutôt mobile parce qu'il montait à cheval, il faisait beaucoup de choses. Mais il avait mal au dos, il avait mal un peu partout, et il était souffrant. Et puis un soir, il avait vraiment très mal au dos. Et alors il appelle son médecin Corvisart, qui était son médecin favori.
Et Corvisart lui dit, écoutez sire, tournez-vous et présentez-moi vos fesses. Et à ce moment-là, il lui administre un coup de pied aux fesses. Et donc Napoléon se retourne violemment devant l'offense. Et en se retournant, eh bien, il débloque son dos. Voilà, donc c'est une anecdote qui est vraie ou pas vraie, mais enfin peut-être qu'elle est vraie. Mais c'est l'ancêtre de l'ostéopathie. Là, on parle de l'ostéopathie. C'est un mouvement un peu vif qui va remettre la vertèbre en place. On va marquer une pause et on se retrouve avec vous dans un instant, Jean-Christophe Berlin, pour parler mal de dos. 60 exercices pour prévenir et soulager le mal de dos. C'est paru aux éditions Le Courrier du Livre. À tout de suite. Sud Radio, l'œil de l'expert. Avec vous et avec Jean-Christophe Berlin, kinésithérapeute spécialisé en médecine du sport. On parle de votre livre 60 exercices pour prévenir et soulager le mal de dos. J'ai eu envie d'en parler en cette fin d'année parce que on va tous prendre de bonnes résolutions, manger moins, faire du sport. Faire du sport, oui, mais pas n'importe comment. Et on parle de mal de dos en particulier, parce que faire trop de sport ou s'y mettre de manière un peu intempestive peut, au contraire de ce que l'on pense, provoquer des douleurs de dos. Parce que vous dites, on s'en est parlé déjà plusieurs fois, on n'a pas besoin d'être musclé comme des athlètes. On se dit, il faut que je me muscle, que je fasse des abdos, que je fasse des poids, etc. Ça sert à rien, en fait. Non, c'est une question de mauvaise conscience. Quand on a trop mangé et trop bu, on a mauvaise conscience et on a envie de rattraper le temps perdu. Mais en fait, qui n'est pas du temps perdu en vérité, mais c'est plus une question d'hygiène. Moi, j'appelle ça l'hygiène du dos. Alors mon éditeur a dit non, mais si tu mets hygiène du dos, les gens vont pas comprendre, ils vont penser qu'il faut se laver le dos avec un savon. Non, c'est pas ça le sujet. L'hygiène du dos, c'est un petit peu comme l'hygiène dentaire, c'est-à-dire qu'en fait, on se lave les dents tous les jours. L'hygiène du dos, c'est faire un petit peu d'exercice tous les jours. Ouais. Et c'est ça qui entretient la mobilité du dos. Et c'est ça qui fait que vous n'aurez pas mal au dos. Et c'est ça qui fait que vous pourrez aussi aller à la salle de gym pour vous faire plaisir, mais pour vous y faire plaisir et non pas pour travailler ce que vous croyez être bien pour le dos. Ce qui est bien pour le dos, c'est de faire des petits exercices un petit peu tous les jours. C'est ce que je propose. C'est ce que vous proposez dans le livre. Il y a un test au début à faire qui est, vous dites n'importe quoi, c'est-à-dire genre... pencher la tête à droite et à gauche, est-ce que votre tête touche l'épaule? Bah non, elle touche pas forcément l'épaule. C'est assez rare que l'oreille touche l'épaule. Ouais. Et pareil, vous dites que très peu de vos patients, quand ils arrivent à toucher leurs orteils avec leurs mains. Oui, c'est même un signe en rhumatologie, c'est-à-dire on appelle ça la distance doigt-sol, c'est-à-dire que vous vous penchez en avant et on voit à quelle distance les doigts sont du sol. Ouais. Si les doigts touchent le sol, bah, c'est plutôt bien, mais c'est rare. Et en fait, la distance doigt-sol de la plupart des gens, c'est 20-30 cm, c'est-à-dire que les doigts sont à 30 cm du sol, ce qui est considérable. Ouais. Et évidemment, ça parle pas à grand monde, mais en vérité, faites le test chez vous et vous verrez bien. Et si on vous penche en avant, vous avez mal au dos, c'est déjà un signe qu'il y a un problème. Alors, on n'est pas tous égaux non plus. On peut être certains sont souples, d'autres le sont moins. Oui. Moi, je connais quelqu'un qui est très très raide. Ouais. Ça vient de quoi? On va sortir du mode de vie parce que bon, là, on l'a déjà dit. Mais au-delà du mode de vie, il y a aussi un problème. Il y a aussi problème de génétique. Et puis vous avez en Afrique les gens et en Asie les gens sont beaucoup plus souples que par exemple les Inuits. Enfin, bon, ça dépend un peu de pas mal de choses. Hein. Mais effectivement, vous avez il y a une question de taille aussi, il y a une question de corpulence. Enfin, il y a des gens qui sont plus ou moins souples, effectivement. Voilà. Une amie très proche et très mince et elle est extrêmement raide. Oui, ça n'a pas. C'est pas forcément à voir avec le poids. On peut être raide effectivement en étant. Alors on va parler des exercices, des différents exercices et de votre méthode en 4 temps, mais tout de même sur les traitements, les médicaments, l'infiltration, les corsets, les minerves, on ne sait plus très bien ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on se médicamente soi-même? Non, alors de manière générale, il ne faut pas se médicamenter un seul. Il faut prendre un avis médical. Et là, vous parlez de choses qui sont déjà assez évoluées. C'est-à-dire, quand on parle d'un corset, quand on parle d'infiltration, c'est qu'on a déjà des problèmes de dos assez importants. Mais bien entendu que les médicaments ont un rôle important parce qu'il y a pratiquement toujours de la douleur et de l'inflammation et que le traitement, c'est d'utiliser des médicaments pour ça. Ensuite, l'infiltration, elle est utile. Souvent, quand vous avez, avant de passer à la chirurgie, on fait en général 2 ou 3 infiltrations épidurales, c'est-à-dire dans la zone douloureuse, pour voir si ça fonctionne. Et parfois, ça fonctionne. L'infiltration fait que on peut résorber un petit peu une hernie discale, par exemple. On peut surtout résorber l'inflammation qui est liée à la pathologie. Et donc, parfois, ça suffit. Et puis, si ça suffit pas, on augmente effectivement et on peut passer à la chirurgie, qui est en général pas une grosse chirurgie. Il faut pas avoir peur de la chirurgie du dos. Ça peut être simple, mais ça peut aussi être très compliqué avec parfois des fixations de vertèbres. Mais ça, c'est vraiment dans les cas assez extrêmes. Les massages, là aussi, question, est-ce qu'ils doivent être
doux ou appuyé. On a tendance à aller parfois dans des salons de massage avec des Asiatiques qui appuient très très fort. On a le sentiment que ça soulage. Moi, j'ai eu des massages par des kinésithérapeutes, au contraire, sont très doux. Et on a l'impression que c'est doux, ça agit pas. En fait, on aime bien avoir mal quand on a des douleurs musculaires. Si vous aimez avoir mal, je vous laisse, je vous laisse avec ce sentiment. Mais en attendant, vous savez, quand on a mal au dos, on aime bien appuyer là où ça fait mal. Oui, non, mais c'est vrai. Alors, bon, les massages asiatiques et aussi les massages de Moyen-Orientaux sont assez appuyés, effectivement. Ça correspond pas tout à fait à ce qui nous convient à nous. Hein. Donc, il faut être plutôt modéré dans les massages. Mais encore une fois, je vais revenir par rapport à l'ostéopathie. Les massages, ça peut être un peu dangereux. C'est beaucoup moins dangereux qu'une manipulation vertébrale. Donc, ça peut faire un peu mal, effectivement. Vous pouvez sortir d'un massage en étant un peu courbattu, et c'est pas bon. Il faut pas que les massages soient trop appuyés. En Thaïlande, ils vous piétinent. Bon, c'est une façon de faire, en fait. Hein. Moi, j'hésiterais à faire ça chez nous. Voilà. Mais manipulation vertébrale, c'est quoi? C'est l'ostéopathie, c'est quand la on vous chiropratie. fait craquer, c'est ça? Quand on vous tord C'est en fait obtenir un mouvement des vertèbres par une torsion. Et au-delà, enfin, à la limite de la physiologie, et c'est là le problème. C'est-à-dire qu'on va un petit peu trop loin. On dépasse un petit peu la physiologie et parfois c'est dangereux, en particulier au niveau cervical. Et là, il y a des recommandations de la médecine de ne pas le faire, puisqu'en fait, vous avez l'artère vertébrale, qui monte au cerveau et qui passe au niveau des vertèbres cervicales. Et parfois, une torsion trop importante peut provoquer des catastrophes. Donc, au niveau des cervicales, il faut faire attention. Les manipulations, si elles sont bien faites, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, vous aurez toujours un praticien qui veut faire un peu trop bien. Et ça peut être dangereux. Voilà, par rapport au massage. Hein. Par Donc, rapport au massage, le massage, en général, il n'y a pas de vrai... On parle de l'innocuité du massage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrai danger. Il ne faut pas non plus être trop léger, effectivement, ça ne sert à rien. Et il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus, parce que si ça dure trop longtemps, au bout d'un moment, il y a un effet inverse. Un effet réflexe. Voilà. Est-ce qu'il y a un lien entre mal de dos et ventre et intestin? C'est-à-dire quelqu'un qui a mal au ventre peut avoir des douleurs de dos? Alors oui, parce que quand on a mal au ventre, en fait, j'ai un confrère qui a fait un livre sur le sujet. Et quand on a mal au ventre, on a tendance à se recourber sur son ventre. Quand on a mal au ventre, on part pas le ventre en avant, on rentre son ventre et en fait, ça joue sur le dos. C'est-à-dire qu'en fait, le dos se courbe et les douleurs du ventre peuvent effectivement jouer sur le mal de dos aussi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir mal au dos et mal au ventre. Croiser les jambes, est-ce que c'est mauvais pour le dos? Non, mais c'est une indication. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui croisent et qui se tortillent sur leur chaise et qui croisent leurs jambes, c'est qu'ils ont un problème de dos et qu'ils cherchent une position qui va être une position de confort. Donc c'est un signe. Un matelas dur ou mou? Oui, alors c'est plutôt le sommier en vérité. Oui, c'est le sommier qui est important. Le matelas, il peut être confortable et ça, c'est vraiment l'appréciation de chacun. On doit essayer des matelas. Mais par contre, le sommier doit être assez rigide pour pas qu'il y ait de creux, en fait, qu'on s'enfonce pas. Et surtout quand on est lourd, qu'on s'enfonce pas au milieu du lit. Il faut que le sommier soit un peu rigide. Alors, sur les exercices, parce que est-ce que vraiment on peut arriver à s'assouplir en faisant des exercices quotidiens? Oui, alors ça c'est mon créneau. Effectivement, faire un petit peu tous les jours, c'est évident que en 2 mois, vous avez gagné dans les distances doigt-sol dont on parlait, vous avez gagné 5 cm facilement. Donc c'est intéressant de faire le test et de le refaire un mois après, et de voir ce qu'on a gagné et voir jusqu'où on peut aller. Et bien entendu, on peut s'étirer et c'est là une chance. En fait, les muscles sont gentils, si on peut dire, parce qu'ils se laissent étirer et se laissent muscler aussi tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'on peut créer de la cellule musculaire jusqu'à la fin de sa vie, ce qui n'est pas le cas des neurones par exemple. Donc il faut utiliser cette chance qu'on a de pouvoir faire du muscle et de la souplesse toute sa vie. Ce sont des exercices assez simples à faire, sur lesquels on peut difficilement faire d'erreurs. Il y a beaucoup de schémas dans votre livre. Il y a beaucoup d'exercices en fait, d'assouplissement, d'étirement. Oui, en fait, pour s'assouplir, il faut s'étirer, c'est-à-dire qu'en fait, il faut étirer progressivement son muscle, il ne faut pas tirer d'un coup sec, il faut étirer progressivement, et donc les positions que je donne sont des positions d'étirement, postures, qui permettent d'allonger le muscle sans se faire mal. C'est effectivement des exercices que moi je pratique depuis longtemps dans mon cabinet, et qui sont des exercices assez classiques, mais qui sont simples à faire, et vous risquez rien à les faire. Oui, c'est 4 minutes, 5 minutes, c'est peu de temps. Donc on fait quoi? On en fait un par jour, on en fait plusieurs par jour? Alors moi je propose d'en faire 2 ou 3. Donc ça fait 10 minutes en fait par jour. Vous faites 2-3 exercices. Et vous changez, comme il y en a 60, vous pouvez changer et varier. Et puis ils sont classés par ordre de difficulté. Donc au début, vous commencez par ceux qui sont simples, après moyen, après difficile. Et puis, oui, il faut être régulier. Ce qu'il faut, c'est être régulier. Il faut retenir ça. Il faut être régulier et ça marchera. Ça ressemble un peu au Pilates, certains exercices. Joseph Pilate, il a rien inventé. Joseph, c'était un kiné, donc voilà, on est dans la même veine. Ouais. Je voulais qu'on parle du rugby parce que c'est un combat qui vous tient à cœur. Enfin, vous êtes spécialisé
dans le sport. Le rugby a beaucoup évolué et il y a pas mal de choses à dire sur les pratiques aujourd'hui. Et vous alertez, en particulier avec Philippe Chauvin qui a perdu son fils. Son fils est mort d'un double plaquage. Et donc, il faut changer certaines pratiques selon vous. Oui, c'est un autre sujet, mais effectivement, ça m'intéresse parce que moi, je suis un ancien joueur de rugby et puis je m'occupe, j'ai une spécialité, j'ai un DU de pathologie du rugby, donc je connais bien le sujet. Enfin, c'est un sujet qui m'intéresse. Et aujourd'hui, on se rend compte que le rugby est de plus en plus violent. Moi, j'ai des enfants qui ont joué. Je mettrai pas mes petits-enfants au rugby aujourd'hui. Donc, il faut alerter là-dessus. Ça devient très dangereux. Il y a des matchs avec 2-3 commotions cérébrales à chaque match. Et c'est dû à des chocs trop violents. C'est dû à des chocs trop violents, en particulier au niveau de la tête, puisque dans le cas de Nicolas Chauvin, il s'est fait arracher, véritablement arracher. Moi, j'ai vu les radios, c'était terrible. Arracher la deuxième vertèbre cervicale. Qui a coupé la moelle épinière, c'est quand même très très impressionnant. Donc on doit pas voir ça sur un terrain de rugby. Le rugby, ça peut être beaucoup plus simple. On a fait évoluer les règles tout au cours du siècle pour que ça soit moins dangereux. Mais aujourd'hui, on a ce problème des joueurs qui vont très vite et qui sont très forts. Et donc c'est l'énergie cinétique qui a été développée et qui fait que depuis 20 ans et depuis le professionnalisme, c'est devenu de plus en plus violent et dur. Donc il faut changer les règles. Moi, je me bats là-dessus avec Philippe Chauvin depuis longtemps et on essaye de faire évoluer les règles vers plus sécuritaire. On est plus ou moins entendu. On a tendance à plutôt... on essaie plutôt de nous faire taire. C'est kill the messenger, c'est ce que disent les Anglais. On essaie de nous faire taire, mais nous, on n'a pas envie de se taire. Et je pense que la plupart des gens, et en particulier les mamans qui regardent les mamans qui regardent le rugby sont un peu de notre côté parce qu'elles aimeraient aussi que leurs enfants jouent au rugby, mais elles aimeraient aussi qu'ils rentrent à la maison. C'est-à-dire qu'ils ne restent pas sur le terrain. Et il y a moins d'inscriptions au rugby pendant une époque. Malheureusement, parce qu'en fait, il y a eu la Coupe du Monde, il y a Dupont qui est un joueur extraordinaire, qui a été nommé champion du monde il y a peu de temps. C'est formidable. Donc ça devrait attirer beaucoup de gens au rugby. Or, en fait, il y a une réticence, et il y a une réticence pour la pratique du rugby classique. Il y a beaucoup de gens qui vont au rugby à toucher, des rugby soft, des rugby pas dangereux. Mais le vrai rugby classique à 15, il y a de moins en moins de monde, de moins en moins de jeunes qui s'inscrivent. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, donc, je pense que c'est lié à la violence du jeu et qu'il faut simplement changer les règles. Je comprends pas pourquoi ça ne se fait pas. En tout cas, je rappelle votre livre 60 exercices pour prévenir et soulager le mal de dos. Oui, on peut prévenir et soulager le mal de dos, les bonnes postures à adopter au quotidien. Les coudes doivent être sur la table quand on tape au clavier. Quelle est la bonne position? Oui, absolument. Il faut s'appuyer les coudes sur la table parce que ça permet de soulager le dos. En fait, sinon c'est le dos qui vous soutient. Tandis que là, si vous appuyez vos coudes, vous êtes mieux pour travailler. Donc, merci Jean-Christophe Berlin. Et votre livre est paru aux éditions Le Courrier du Livre. Passez de bonnes fêtes et les bonnes résolutions avec modération malgré tout. Merci à vous. Merci.